Le vrai danger, finalement, le vrai danger, c'est quand on se contente de ce qu'on sait déjà. Pour moi, un bon enseignant est celui qui reste en apprentissage permanent. Ok, eh bien, je suis linguiste tout d'abord et enseignant et chercheur à l'université d'Istanbul, Cerrahpaşa. J'ai fait des études en enseignement de français langue étrangère, puis j'ai choisi de me spécialiser hein, dans l'apprentissage précoce des langues parce que je trouve fascinant de voir comment les enfants s'approprient une nouvelle langue avec spontanéité. Plus tard, pendant ma thèse, je me suis intéressé aux difficultés pendant ma thèse de doctorat, bien sûr. Euh, j'ai fait en France aussi à Rouen, à l'université de Rouen, un peu les recherches pilotes, je veux dire. Je me suis intéressé aux difficultés que rencontrent les étudiants turcs quand ils apprennent une langue étrangère, notamment les aspects psycholinguistiques et motivationnels. Et aujourd'hui, je travaille comme maître de conférence et mes recherches portent sur la didactique du français, la linguistique appliquée et tout ce qui touche à l'innovation pédagogique. Euh, Ce qui pardonnez-moi, c'est vraiment de comprendre comment apprendre une langue et surtout comment on peut rendre cet apprentissage plus vivant, plus humain et plus moderne. Ce qui me plaît vraiment, c'est le sentiment d'utilité. En fait. Sentiment d'utilité, quand je vois mes étudiants progresser, s'exprimer avec confiance, ou simplement prendre plaisir à apprendre une langue, je me dis que tout, euh, tout en vaut la peine. En fait. J'aime aussi beaucoup la liberté intellectuelle euh, qu'offre la recherche. On peut explorer, créer, tester de nouvelles idées. Euh, et puis, il y a aussi le côté humain, les échanges, la diversité des profils, la richesse culturelle, c'est ce qui rend ce métier vivant et inspirant chaque jour. À vrai dire, à vrai dire, c'est un peu un coup de cœur. Quand j'ai commencé à apprendre le français, j'ai j'ai tout de suite été séduit par la sonorité de la langue, par sa musique et par son raffinement, en fait. Et puis, en découvrant la culture, bien sûr, francophone, les films, ça veut dire les films, la littérature, les chansons, les romans, les écrivains. J'ai eu envie d'aller plus loin et de comprendre vraiment cette langue de l'intérieur. Avec le temps, c'est devenu bien plus qu'un simple apprentissage, c'est devenu une passion et un engagement professionnel. Je voudrais ajouter quelques informations sur ça parce que pour moi, tout a commencé à Hatay. Vous savez, Hatay, c'est ma ville natale, le plus au sud de la Turquie. Se situe le plus au sud de la Turquie, une région très particulière, à la fois méditerranéenne et multiculturelle.
faut savoir que cette région a été sous influence française entre 1918 et 1838. Ça fait 20 ans, je pense. Et à cette époque, mon grand-père a appris le français dans une école ouverte par les Français. Il m'a raconté souvent des histoires, des mots, des chansons en français. Et c'est comme ça que j'ai commencé à aimer cette langue, sans même m'en rendre compte. Plus tard, j'ai voulu approfondir cette connexion familiale et culturelle, et finalement, c'est devenu mon métier après. Enseigner le français pour moi, c'est à la fois honorer cette mémoire et partager une passion vivante et universelle. En fait, c'est pour moi, ce n'est pas une question de meilleur ou moins bon enseignant, euh, mais plutôt de regard différent sur la langue. Euh, un enseignant natif vit le français comme une évidence, bien sûr. Il l'a absorbé naturellement, parfois sans avoir conscience. Un enseignant non natif, lui, a de décoder la langue pas à pas, comprendre ses mécanismes, ses irrégularités et ses pièges. Euh, et c'est justement ça qui le rend souvent plus sensible aux difficultés des apprenants. Moi-même, en tant qu'enseignant non natif, je dirais que j'ai développé une empathie didactique. Euh, je sais que c'est que de chercher le mot juste, de comprendre la logique derrière une structure. Finalement, enseigner le français, c'est moins une question d'origine linguistique qu'une question de regard, de réflexion et de passion, je pense. Je dirais que c'est un phénomène qu'on observe très souvent aujourd'hui, en particulier. Euh, mes étudiants aussi, les apprenants, utilisent des applications, bien sûr, comme ChatGPT, peut-être, vous savez, Duolingo, Gemini, il y a beaucoup de l'intelligence artificielle comme ça. Duolingo, bien sûr, pour les langues, je sais. Les étudiants se sentent progresser, oui. Et c'est vrai, dans une certaine mesure, mais ils ne développent pas la compétence de communication réelle. Oui. J'ai fait des recherches sur ça, j'ai des articles aussi sur ça, j'ai déjà fait des reportages aussi avec des étudiants et j'ai fait quelques recherches. Euh, et c'est un peu c'est un peu comprendre, euh, bien pardon, c'est un peu comme apprendre, par exemple, à nager en regardant des vidéos. Comprendre le moment, mais on n'est pas encore flotté. C'est ça. Apprendre une langue, c'est aussi comprendre sa logique interne, en fait. Hein. Sa logique interne, c'est ses exceptions, sa musique, sa culture, tout d'abord, tout ensemble. Et les outils numériques peuvent être de bons points de départ, bien sûr, mais sans interaction humaine, sans correction, sans mise en contexte, on reste dans une compétence artificielle, comme l'intelligence artificielle, bien sûr. Donc, pour moi, ce n'est pas un manque de motivation, c'est un manque de perspective globale et d'immersion. En fait, c'est une question que je trouve très importante, surtout aujourd'hui, avec la multiplication des cours de FLE partout dans le monde.
Je dirais que la qualité d'un enseignant ne dépend pas seulement de la durée de sa formation, mais surtout de sa capacité à se former toute sa vie. Bien sûr, enseigner le FLE après quelques mois de formation, c'est insuffisant pour comprendre la complexité de l'acquisition des langues. Mais si la personne est curieuse, motivée et ouverte à la réflexion, elle peut énormément progresser. Euh, Ainsi, je ne remets pas en cause la légitimité de ces enseignants, mais je plaide pour une meilleure articulation entre pratique et théorie, notamment par la formation continue et le mentorat universitaire. Euh, le vrai danger, finalement, le vrai danger, c'est quand on se contente de ce qu'on sait déjà. Pour moi, un bon enseignant, qu'il soit conventionnel ou non, est celui qui reste en apprentissage permanent. Ok, c'est une bonne question. En fait, c'est vraiment, je suis linguiste et j'ai fait beaucoup de recherches sur les racines des langues, en particulier, euh, j'ai fait des recherches sur la linguistique contrastive, je ne sais pas si vous savez, entre les langues des familles différentes, comme le français et le turc par exemple, et l'anglais parfois, et je sais aussi arabe et l'arabe aussi. Euh, Quand on enseigne une langue, on apprend à voir derrière les mots, on perçoit la logique, les structures, les gestes cognitifs euh, qui se répètent d'une langue à l'autre. Même si le mandarin, par exemple, est très différent du français ou du turc, il y a toujours des points communs dans la manière dont les humains pensent et organisent le sens. Par exemple, euh, les douleurs, ou bien, qu'est-ce qu'on peut dire, quand on aime quelqu'un, par exemple, et l'amour peut-être, je ne sais pas, mais les douleurs et les émotions, on peut dire, hein, les émotions, euh, bien sûr, communes dans toutes les langues. Et puis, en tant qu'enseignant, j'ai appris à observer, déduire et expérimenter des compétences très utiles. Euh, Quand on apprend une nouvelle langue, bien sûr, je ne dirais pas que euh, ce serait facile. Ce n'est pas facile, c'est difficile, bien sûr, mais que je saurais comment m'y prendre en cherchant les régularités, les systèmes, les sons, les logiques internes. Et c'est ça, la force de l'enseignement des langues. On apprend à penser comme en apprenant universel. Ok, une histoire de pharaon. Hein? J'ai déjà entendu cette histoire en fait. Cette histoire de pharaon est très fascinante vraiment parce qu'elle dit quelque chose de très vrai en fait. Sans la langue, il n'y a pas de pensée. C'est à mon avis, c'est à mon avis, sans la langue, il n'y a pas de pensée, pas de lien humain aussi. Euh, Parce que c'est très conventionnel en fait. Il faut être toujours en interaction pour pouvoir être le français et les autres liens humains.
Et c'est justement là que réside, à mon avis aussi, le mystère du langage. Euh, Chaque langue est comme une vibration unique, une manière d'habiter le monde. Euh, quand on, Par exemple, quand on écoute l'espagnol, j'ai des amis espagnols aussi, parfois on parle tout ensemble toujours sur WhatsApp. Quand on écoute l'espagnol, on entend sa joie euh, et sa lumière. Quand on écoute le français, j'ai aussi des Français, des amis français, beaucoup des amis français, on perçoit sa nuance et sa précision. Je crois que les langues ont une âme sonore, une énergie émotionnelle qui façonne nos sensibilités. Ce n'est pas un mystère divin au sens religieux, mais un mystère profondément humain. Celui de la euh, parole qui unit, qui soigne, qui crée du sens. Et en tant que linguiste, c'est peut-être cela qui m'émerveille le plus. Ok, en fait, j'ai fait beaucoup de recherches aussi sur euh, le multilinguisme, sur les Syriens. Vous savez, ils ont émigré en Turquie, ça fait bon, 15 ans. C'est pourquoi on a beaucoup de recherches sur les Syriens, aussi sur les Uzbeks. Uzbeks, vous savez, je ne sais pas. Et aussi, j'ai des étudiants qui font les thèses sur aussi les immigrations. C'est pourquoi on cherche ici toujours euh, le multilinguisme, surtout dans les écoles. Comment ça se passe? On cherche. Euh, je crois que parler plusieurs langues change la manière de penser, aimer, même de rêver. Chaque langue a sa logique, sa musique, sa manière de dire je, par exemple. Quand on en parle plusieurs, on devient un peu plus souple, plus attentif, plus empathique. Empathique, oui, bien sûr, empathique. C'est comme si le cerveau apprenait à danser entre plusieurs mondes. C'est ça, bien sûr. J'ai eu la chance de rencontrer des polyglottes incroyables. 6, pardon, 7, parfois Wow. 10 langues. Oui, bien sûr. Surtout en France, à Paris. J'étais là, vraiment. Et ce qui m'a frappé, ce n'est pas la performance, mais la lumière dans leurs yeux quand ils changent de langue. Euh, c'est la joie pure de la découverte. Euh, oui, finalement, le multilinguisme, au fond, euh, c'est une forme d'intelligence émotionnelle et culturelle. Il nous apprend à écouter autrement. Vous savez, à l'époque, en 1900, en France aussi, il y avait beaucoup de dialectes, comme le breton, les Alsaces, lorraine, aussi patois, vous savez, les patois, catalan, langue de, vous savez, il y en a beaucoup. Il y en avait beaucoup. Et en Afrique aussi, vous savez, il y a une langue après la marginalisation, les créoles, vous savez, euh, entre français et arabe, euh, les gens créaient une interlangue. Après interlangue émerge une langue qui s'appelle créole.
avec les dialectes peut-être, je ne sais pas. Et en Turquie aussi, il y a beaucoup de dialectes. Voilà. C'est pourquoi je dis non. Je ne crois pas que les dialectes ou les langues régionales étouffent la langue nationale. Au contraire, au contraire, elle lui donne une âme, une couleur en profondeur. Une langue nationale sans racines locales, c'est un peu comme un arbre sans sol. C'est tout à fait comme ça. Chaque langue régionale raconte une histoire, une mémoire, une manière de ressentir le monde. Voilà, je pense que plus, plus un pays protège ses langues locales, et plus sa langue nationale gagne en légitimité et en humanité. C'est vraiment ma pensée sur les langues, sur les dialectes. Voilà, regardez certains pays africains, par exemple, malgré certaines de langues, pardon, centaines de langues, vraiment, le français, aujourd'hui, ou l'anglais, maintenant, avec une augmentation très grande, l'anglais en Afrique, y coexistent. Parce qu'il y a une intelligence collective du plurilinguisme. Voilà, la diversité, ce n'est pas une menace, c'est une respiration linguistique. Nous, les linguistes, pensons que toutes les langues émergent d'une seule langue qui est proto-langue. Voilà, c'est universel, la même chose en fait. Maintenant, c'est, à mon avis, maintenant, l'anglais, le français aussi, l'arabe peut-être, sont universels. Je pense. C'est mon idée. L'idée d'une langue universelle, vraiment, est très belle. Mais je crois que la paix ne se construit pas avec une seule langue. Elle se construit avec le respect de toutes les langues. Chaque langue est une façon de sentir, de rêver, de penser. Si on impose une seule langue, on perdrait cette richesse émotionnelle et culturelle. Mais ce qu'on peut faire, euh, c'est apprendre à être citoyen du monde linguistique, euh, parler plusieurs langues, euh, ou au moins comprendre les autres. Je crois profondément que le plurilinguisme est une forme de paix silencieuse. Et dans les écoles, dans tout le monde, au lieu d'imposer une langue universelle, on pourrait enseigner l'art de comprendre et de traduire. C'est ça, pour moi, la vraie universalité. Je donne beaucoup de cours sur l'histoire de la langue française. Ça fait presque 12 ans peut-être. Euh, En particulier, vous savez, le grec et le latin, les suffixes grec et latin se construit le français. Et bien sûr, le français a aussi des suffixes et des préfixes, ça veut dire des affixes, je veux dire. C'est pourquoi j'ai un peu d'informations sur le grec et le latin grâce au français. Euh, oui, je crois vraiment qu'on a tort de dévaloriser le grec et le latin. Ce ne sont pas des langues mortes, jamais. Ce sont des langues racines, racines des langues indo-européennes, par exemple. Toutes les langues indo-européennes, les germaniques, les celtiques, les romans, et elles continuent de vivre à travers nos mots, nos expressions, nos façons de raisonner et aussi dans les mots
dans les affixes, toujours. Apprendre le latin ou le grec, c'est comme apprendre à lire l'ADN, on dit l'ADN de la langue moderne, vraiment. Et puis, c'est aussi une école de patience et de beauté. Ces deux langues, ces langues apprennent la rigueur, la structure, le goût de la pensée. Les deux. Euh, je crois que si on les euh, réintroduisait différemment, avec des approches vivantes, culturelles et comparatives, elles retrouveraient toute leur place. Elles ne sont pas du passé. Elles éclairent le présent, bien sûr. Et vous savez, il y a aussi, qu'est-ce qu'on peut dire, les historiens maintenant parlent la langue hébreu. Déjà, il a pensé que c'est une langue morte, mais ce n'est pas comme ça. Maintenant, il parle, beaucoup de gens parlent hébreu aussi. Voilà, c'est ça. Ah, c'est une question très différente pour moi, mais ce que je peux dire, normalement, dans la littérature, il y a la fiction, en fait. La fiction, il crée des romans fictifs et aussi, j'ai déjà fait euh, j'étais un éditeur d'un roman qui s'appelle Autofiction, mais sur les langues, je sais pas, mais ce que je peux dire, c'est vraiment très, très facile. Mais les langues fictives, on peut dire, ce n'est pas seulement du jeu, c'est une exploration linguistique à part entière. Euh, Par exemple, quand on regarde celle d'Aren, on peut dire, de Tolkien, ou encore le Klingon, on a une vraie réflexion sur la phonétique, la syntaxe et la musicalité. C'est comme si ces auteurs essayaient de créer un miroir imaginaire du langage humain. Personnellement, je trouve que cela dit beaucoup sur notre besoin de langage, même dans la fiction. On ne peut pas imaginer un monde sans langue et je crois que d'une certaine manière, ces créations nous rappellent euh, toute langue réelle ou inventée est une œuvre d'art vivante. Ok, j'ai déjà donné des cours de traduction et j'ai aussi des amis traducteurs, en particulier sur les sports, maintenant simultanés, bien sûr. Oui, j'ai déjà fait, bien sûr, de la traduction aussi et un peu d'interprétation, surtout dans les contextes culturels et universitaires, bien sûr. Euh, ce n'est jamais un exercice neutre. On porte la voix de l'autre. La vraie difficulté, ce n'est pas la grammaire ou le vocabulaire, c'est de garder l'âme du message, en fait. C'est très important entre les deux langues. Parfois, parfois, un mot n'existe pas dans notre langue, par exemple. Et alors, il faut trouver un équivalent euh, émotionnel, pas seulement linguistique. Bien sûr, qu'est-ce qu'on peut dire, des expressions idiomatiques, par exemple. C'est vraiment très difficile. Par exemple, en français,
quand on dit bah, mon grand-père a cassé sa pipe, c'est très différent en Turquie, par exemple. En Turquie, en fait. Casser sa pipe, ça veut dire il est décédé, il est mort. C'est vraiment très difficile. C'est pourquoi il faut trouver équivalent. Oui, bien sûr, il y a des équivalents aussi. Euh, c'est c'est un sujet très différent pour parler après. C'est pour ça que j'admire beaucoup les traducteurs littéraires. En fait, c'est très difficile aussi. Ils marchent sur un fil entre fidélité et création. Recréer les romans, par exemple. Et pour finir, traduire, pour moi, c'est un peu réécrire le monde dans une autre musique, on peut dire peut-être. J'espère que la linguistique du futur sera ouverte, vivante et profondément humaine, euh, qu'elle ne se limite pas à décrire les langues, mais qu'elle les fasse dialoguer entre les cultures, entre les générations, entre les humains et les machines aussi aujourd'hui. Avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on parle beaucoup de langues comme données. Mais il ne faut jamais oublier que la langue, c'est aussi une émotion, une mémoire, etc. À un jeune qui rêve d'enseigner, par exemple, je dirais simplement, enseigner une langue, c'est enseigner une manière d'aimer le monde. Ne te, ne te concentre pas sur la perfection linguistique, apprendre à écouter, à transmettre, à faire vibrer les mots. C'est là que commence la vraie linguistique. Euh, Apprendre ou transmettre une langue, c'est toujours créer du lien et ouvrir un espace de compréhension entre les mots.